Bonjour, c'est Didier Pénissard pour Radio Bien-être. Alors, pour cette première émission que j'animerai mensuellement, aujourd'hui, je vais vous parler des rêves, de vos rêves, des rêves que vous faites la nuit, principalement lorsque vous dormez, et de voir que finalement ce monde des rêves est quelque chose qui est en véritable révolution dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'esprit humain bien sûr, mais aussi on s'aperçoit que les rêves ont été étudiés dans des laboratoires qu'on appelle laboratoires du sommeil ou des laboratoires de rêves, et on a fait des découvertes absolument stupéfiantes. Je suis un spécialiste du développement personnel, et c'est plutôt dans cette voie du développement personnel, au sens de développement des capacités et des ressources que nous possédons tous et toutes en chacun de nous-mêmes, et que nous cherchons à puiser, que nous cherchons à exploiter, que je vais plutôt aborder cette question des rêves, même si c'est toujours dans le cadre et en parallèle, on va dire, de ce que les recherches scientifiques ont fait ces dernières années. Pendant très longtemps, le rêve était un petit peu un domaine qui était un peu obscur, où on n'osait pas trop en parler, parce que comme c'est un monde qui est, on va dire, souvent dans le côté illogique des choses, encore que, nous allons voir que ce n'est peut-être pas si illogique que ça, bien évidemment, dans notre société très rationnelle, où toutes les choses sont relativement carrées, où on veut absolument que tout rentre dans les cases, bien évidemment, le rêve vient bousculer tous ces aspects. Alors, en réalité, le rêve est beaucoup plus subtil que ça. Je ne vais pas dire le mot compliqué, parce que si je dis ça, vous allez partir en courant. Non, c'est plutôt quelque chose de subtil. Alors, d'abord, le rêve, c'est un dialogue. Alors, un dialogue avec quoi? Un dialogue avec vos ressources, et principalement de l'inconscient. Alors, le premier à avoir abordé cette question-là, et sans doute d'ailleurs à juste titre, même si un certain nombre d'éléments sont venus se greffer autour pour finalement compliquer la situation, c'est Freud. Freud, au départ, a dit, voilà, le rêve, c'est l'inconscient qui parle, et donc, voilà, il suffit d'étudier le rêve pour qu'on étudie l'inconscient. Bon, a priori, il y a quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire qu'effectivement, le rêve est un outil qui permet de dialoguer avec notre inconscient. Là où il s'est particulièrement, on va dire, trompé, c'est qu'il mettait le rêve principalement sur une sorte de capacité psychique qui était du ressort de l'humain, et donc dans toute sa richesse de ce potentiel. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça, parce qu'on s'aperçoit que les chats, par exemple, les animaux à sang chaud sont des rêveurs. Le chat est un rêveur professionnel, si on peut dire. Et donc, lui, son inconscient, on ne peut pas vraiment dire que c'est à ce niveau-là, que c'est parce qu'il a des troubles psychiques ou qu'il a des émotions refoulées. Quand un chat se met à rêver, et notamment les travaux du professeur Jouvet, qui a été un des plus grands spécialistes mondiaux de la question du rêve, a beaucoup travaillé sur le sommeil des chats. Et il avait donc des dormeurs à sa disposition, et il a fait des découvertes assez stupéfiantes. Il s'est aperçu que le rêve, d'abord, et c'est très éloigné du concept de Freud, c'est que le rêve, au-delà de la communication avec nos ressources et notre inconscient, c'est avant tout, et j'aimerais que vous reteniez ça, un outil de la mémoire. Alors on en parle très peu de ça, on n'en parle quasiment pas, eh bien j'aimerais quand même souligner ce point. Le rêve est un outil de la mémoire parce que on a fait des expériences qui ont révélé que lorsque la fonction des rêves n'était pas optimale, ou en tout cas on l'empêchait, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait un effondrement des capacités cognitives, notamment de mémorisation. Alors comment s'y est pris le professeur Jouvet? Eh bien le professeur Jouvet a fait une expérience avec des matous. Alors je vous rassure, c'était des expériences toujours dans le respect du chat et jamais en lui faisant mal. Donc il branchait des petites électrodes d'électroencéphalogramme, peut-être que vous avez vous-même subi un jour, on ne souffre pas du tout avec un électroencéphalogramme, et donc on avait mis cette électrode pour détecter les moments où le chat dormait. Vous savez que
que ce soit chez un être humain ou chez un animal, ce ne sont pas les mêmes rythmes, on est d'accord, mais grosso modo, pour l'être humain, c'est toutes les 90 minutes, il y a une sorte de, comment dire, de remontée dans l'état proche de l'éveil, et c'est dans les états proches de l'éveil que l'on se met à dormir. En réalité, on ne rêve pas lorsqu'on est dans un sommeil profond. Là, on est plutôt dans un état où des zones du cerveau sont beaucoup moins activées, alors que lorsque l'on rêve, c'est le contraire. Lorsque l'on rêve, l'activité cérébrale entre en hyper-diffusion, en hyperactivité. Pour vous donner une petite idée, des neurologues ont testé un petit peu de voir l'activité mentale lorsque nous étions à l'état conscient. Par exemple, lorsque vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Bon. Ben, il y a 30-40% de vos capacités neurologiques qui sont, on va dire, plus ou moins en activité. C'est déjà énorme. Mais lorsque vous vous mettez à rêver la nuit, eh bien, vous allez avoir un pic d'utilisation de vos neurones de près de 70%. C'est-à-dire que là, c'est un feu d'artifice. Pendant le rêve, vous avez une surcapacité cérébrale qui fonctionne. Et on va voir pourquoi. Eh bien, l'expérience de professeur Jouvet, j'y reviens pour les chats, et la mémoire, eh bien, il avait tout simplement placé un matou sur un tabouret avec un coussin, confortablement installé pour qu'il fasse son dodo. Mais par contre, il avait mis autour de ce tabouret une petite piscine d'enfants, vous savez, ces petites piscines gonflables avec de l'eau dedans. Alors, lorsque le chat dormait, eh bien, il se réveillait naturellement, et puis, lorsqu'il était réveillé, il voyait qu'il y avait de quoi manger ses croquettes qui étaient en dehors de la piscine. Alors, le chat, avec son agilité habituelle et naturelle, hop, il bondissait et il ne voulait pas tomber dans l'eau. Comme vous le savez, les chats n'aiment pas trop l'eau. Et il revenait, ça ne le dérangeait pas de revenir sur son tabouret, de sauter la petite surface d'eau et puis d'aller dormir après son repas. Sauf que le professeur Jouvet a voulu aller plus loin. Et il a donc décidé de brancher un électroencéphalogramme sur le matou, le chat. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des rythmes du sommeil qui sont différents de chez l'être humain, bien sûr, mais plus rapides, plus souvent, plus fréquents, plus resserrés, on va dire. Et lorsqu'on détectait sur l'électroencéphalogramme que le chat produisait un certain nombre, qu'on pourrait dire d'ondes alpha, eh bien on s'apercevait que le chat dormait et rêvait. Alors on le réveillait, on le mettait tout de suite en état de réveil, et bien sûr ça ne lui plaisait pas trop, hein, il était peut-être en train d'imaginer de courir après une souris. Donc à chaque fois on refaisait cette expérience. Alors si par exemple le chat faisait 10 rêves, eh bien à chaque fois, 10 fois, on le réveillait. Et on a noté un phénomène assez révélateur, troublant, au bout de quelques jours. Lorsque notre chat eh bien, était réveillé au moment du rêve, il avait bien entendu en ligne de mire ses croquettes pour qu'il aille manger. Et là, on s'est aperçu qu'à un moment, le chat, au bout de quelques jours, a fait plouf. Il est tombé dans la petite piscine d'enfants. Donc on en est arrivé à la conclusion, c'est que le chat avait oublié qu'il y avait une piscine remplie d'eau autour de son tabouret. Et on a refait les expériences et à chaque fois on a obtenu les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien en clair, ça veut dire que lorsque vous rêvez, notamment la nuit, la principale fonction des rêves, aujourd'hui on le sait, c'est qu'elle vous permet de trier et de stocker les informations que vous avez acquises dans la journée, que ce soit des savoirs, des connaissances, mais aussi des souvenirs relativement basiques, hein, c'est-à-dire les personnes que vous avez rencontrées dans la journée, les choses que vous avez faites, les achats, les décisions que vous avez prises, qui bien évidemment vont impacter sur vos choix d'aujourd'hui et de demain. Et si on supprime la partie des rêves, eh bien on a une perte de la mémoire, de ces
informations de la mémoire, on va dire, usuelles, utiles, que nous avons chaque jour, mais qui va devenir très importante, drastique. D'ailleurs, on le constate lorsque vous avez des personnes qui vont prendre, par exemple, pendant une période, des antidépresseurs. Eh bien, pardon, ces antidépresseurs ont un effet qui est qu'ils empêchent, si vous voulez, la production des rêves. Lorsque on est sous antidépresseurs, au bout d'un moment, on est quasiment dans une phase où le rêve n'est plus produit par le cerveau. On dort, mais sans rêve. Et il n'est pas rare, pour ne pas dire presque à chaque fois, de s'entendre dire que lorsque l'on prend ces antidépresseurs sur une période plus ou moins prolongée, qu'il y a un effondrement de la mémoire. Et que, bien évidemment, cela peut poser un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, les médecins, ils sont tous très attentifs et les fonctions cognitives sont donc étroitement liées donc, à un bon fonctionnement du rêve. Alors, donc, la capacité des rêves, lorsque vous les utilisez dans lorsque vous, en quelque sorte, vous les vivez dans votre expérience onirique de nuit, eh bien, c'est en grande partie dû parce que vous allez avoir besoin de fixer, stocker ces informations de la journée et de pouvoir les restituer convenablement. Le deuxième point, c'est que le rêve, on l'a particulièrement observé, est un formidable révélateur de nos ressources, mais aussi de nos talents. Alors, vous les auditeurs de Radio Bien-être, vous avez bien évidemment des talents. Alors, ces talents, ils dorment en vous, ils sont souvent à l'état latent. Et puis on dit, ah oui, j'aimerais bien savoir pourquoi je suis finalement destiné, quelles sont mes véritables passions, etc. Eh bien, on s'est aperçu que lorsque un groupe de rêveurs, d'explorateurs des rêves, en quelque sorte, avait décidé de noter leurs rêves régulièrement, alors peut-être qu'ils ne le faisaient pas toujours, mais déjà assez régulièrement, quand même, dès qu'ils avaient fait un rêve, ou en tout cas des bribes de souvenirs, des informations qui leur venaient, eh bien, ils se mettaient à noter ça. Et ils se sont tous aperçus qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui ressortait globalement de l'ensemble des rêves. On va voir, si vous le permettez, dans la dernière partie de cette intervention, comment on va comprendre nos rêves. Eh bien, j'attire toute votre attention. Dans cette exploration de leurs rêves, et sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains, on a noté que les rêveurs découvraient ce pourquoi ils étaient en quelque sorte faits. Ce pourquoi ils étaient dans leur passion, dans leur capacité, dans leurs ressources, dans leur potentiel de vie et de réussite donc. Et c'est là qu'un auteur, notamment Pierre Flucher, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Révolution du rêve, eh bien, nous dévoile que finalement les rêves sont souvent un rappel, une sorte de signaux qui nous disent mais tu n'es fait pas fausse route, tu fais fausse route ou au contraire tu ne fais pas fausse route parce que toi tu es dans ta voie ou tu ne l'es pas. Et si tu es malheureux, si dans ton travail tu n'es pas bien, si tu te cherches finalement, c'est peut-être parce que justement tu vas à contre-courant de ce que la vie voudrait aller. Et le rêve, dans ces contenus, pas un seul, mais ces contenus, vous réorientent en vous donnant en quelque sorte des souvenirs. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu un monsieur qui s'occupait vraiment de cette question-là, et il avait noté que dans ses rêves, un jour il s'est mis à vouloir les noter. Alors, il ne se souvenait pas de tous, mais quelquefois, cela lui arrivait. Et il les notait, il les notait. Et à un moment, revenait souvent l'idée de papillon. Voilà. Et comme il avait entendu l'idée que les rêves étaient en quelque sorte des vecteurs qui nous permettaient on va dire, de nous mettre en lumière pourquoi on est, ce dont on a comme potentiel, eh bien effectivement, il s'est aperçu que bien des années auparavant, il avait
presque secrètement, le projet d'étudier les papillons, d'en faire un métier. Il y a des métiers comme ça, et que finalement, eh bien, il ne l'avait pas fait. Alors, il était assez âgé, mais le rêve lui avait révélé que c'était ça qu'il aurait dû faire. Et effectivement, il avait été, pas vraiment raté sa vie, mais presque, parce qu'il avait été totalement. Donc, vos rêves vont souvent vous éclairer sur ce pourquoi vous êtes fait. Et un autre aspect, c'est que les Russes ont fait des découvertes, notamment sur le rêve et la santé. Alors là, c'est très sérieux. Je vous dis, c'est des travaux de Russes qui ont mis en avant que lorsque on notait ces rêves régulièrement, il était assez fréquent de constater quelquefois qu'il y avait par exemple des rêves qui revenaient et quelquefois qui étaient même très clairs, ou par exemple, je vais vous donner un exemple, mais ça pourrait être parmi d'autres, une personne par exemple se sentait oppressée dans son rêve. Bon, et que ça pouvait revenir assez souvent. Alors on pourrait mettre ça sur le fait que c'est une peur. Pas vraiment. Les Russes, qui ont fait ces travaux dans ces laboratoires du rêve, et notamment à Moscou, ont découvert que très souvent, très fréquemment, des rêves notamment d'une maladie étaient amplifiés dans le rêve par le fait qu'on ressentait la maladie physiquement, par de l'oppression, par une douleur, par peut-être l'image claire d'un organe malade. Je dirais que c'est assez large comme éventail de possibilités du rêve, mais que c'était souvent une maladie que nous avions en nous-mêmes à l'état de gestation, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore développée, elle était au départ. Et ces savants russes en sont arrivés presque à la conclusion que finalement, si on voulait étudier la notion de prévention de santé, peut-être que la meilleure des méthodes, ce ne serait pas finalement d'utiliser les scanners, bien sûr qu'il les faut, ce ne serait pas foncièrement d'utiliser tous les instruments de haute technologie qui permettent de diagnostiquer, nous en avons tous besoin, nous sommes d'accord, mais que le rêve serait finalement bien avant tout ça, le précurseur qui nous permettrait de savoir à l'avant là où on est le plus fragile et de peut-être traiter. En tout cas, des travaux sont en cours dans ce domaine. Un autre aspect du rêve, c'est la notion de connaissance de soi. Alors, cette connaissance de soi, vous me direz, et alors? Il y a un adage qui dit, que vous connaissez sans doute, qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers ». Alors, sans en arriver à cette connaissance de tout l'univers, le rêve est une porte qui va s'ouvrir et qui s'ouvre en permanence sur vous-même. Et vous êtes un être qui possède très vraisemblablement un potentiel dont on ne connaît pas les limites. Parce que l'être humain possède des capacités, des ressources extraordinaires. Nous n'utilisons qu'une infime partie de notre propre potentiel. Et lorsque nous rêvons, eh bien, le rêve nous ouvre à ce potentiel. Et ce potentiel, il est très large. Ça veut dire c'est un potentiel de réussite, par exemple. Quand je vous parlais tout à l'heure de connaître ce dont pourquoi on est né, quels sont nos véritables talents cachés, etc. Ça fait partie de ce potentiel. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire un potentiel de libération de nos capacités, un potentiel de libération de nos peurs. Une grande partie de ce qui nous empêche de réussir notre vie, c'est pas vraiment parce que nous n'en sommes pas capables, c'est parce que nous avons peur. Peur des autres, peur du qu'en dira-t-on, peur d'être jugé, peur d'agir souvent. Et ces peurs, eh bien, elles inhibent, elles bloquent nos capacités. Donc, si le rêve nous révèle quelle est la source, l'origine, la cause de ces peurs, eh bien, nous n'avons pas à aller chercher des années
ou de souffrir de cette situation. Il suffit simplement d'étudier là où le rêve nous indique où est la solution, quelle est finalement, parce que souvent le rêve est à la fois un révélateur, mais aussi il nous apporte la solution. Parce que le rêve est un formidable outil de créativité. La plupart des idées, la plupart des innovations, la plupart des inventions faites par nos grands inventeurs ont été produites, si je peux me permettre de parler ainsi, pendant les rêves. C'est-à-dire que le rêve est une machine à créer des idées. Et je suis l'auteur d'un programme sur la créativité, peut-être que nous ferons une émission sur ce sujet-là, comment produire et comment avoir des idées. Eh bien, vous allez découvrir que, en grande partie, eh bien, lorsque nous rêvons, nous avons en quelque sorte une capacité à résoudre des problèmes. Vous avez peut-être fait l'expérience vous-même, quelquefois, ce soit même un problème de mathématiques, hein, ça peut ne pas forcément être un problème existentiel, mais problème de mathématiques, et puis vous n'arrivez pas, et vous allez dormir, et le lendemain matin, tac, tout s'est finalement éclairé dans votre esprit, et vous avez trouvé la solution. Eh bien, ce qui est capable d'être réalisé avec un problème de mathématiques résolu pendant la nuit, eh bien, c'est tout à fait capable dans d'autres capacités. En fait, j'attire votre attention. Vos rêves passent, se fabriquent, se constituent en grande partie aussi pour résoudre une quantité de problèmes que vous avez dans votre vie. Et si vous saviez le nombre de problèmes résolus dans vos rêves, vous vous y intéressiez beaucoup plus parce que le rêve est en quelque sorte l'outil de résolution des problèmes. Et vous regardez ailleurs. Le rêve vous dit « Hé, j'ai trouvé la solution, voilà comment tu vas régler ce problème qui depuis plusieurs mois t'embête. » Et vous regardez ailleurs. Et le rêve vous dit « Hé, mais attends, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre, c'est de telle manière qu'il faut s'y prendre. » Et vous regardez ailleurs. Eh bien, quand je dis vous, c'est parce que culturellement, nous n'avons pas été, comment dire, informés l'idée que le rêve était l'outil pour résoudre les problèmes. Portez-y une attention particulière et vous allez constater qu'en grande partie, un problème, peut être résolu lors de cette fabrication des rêves. Connaissance de soi aussi, ça veut dire aussi mieux être. Alors, on a une tribu qui vit autour du rêve. Cette tribu s'appelle les Sénoïs. Cette tribu est en quelque sorte, dans sa particularité, on le remarque, enfin les explorateurs qui les ont étudiés de près, ont découvert qu'ils avaient un état d'épanouissement personnel au-dessus de la moyenne. Et ça se manifeste en grande partie par un état de grand bien-être. Ce sont des gens qui ont une sérénité, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, une sérénité, un calme, une tranquillité et surtout une paix avec eux-mêmes, mais une paix avec les autres. C'est-à-dire que lorsque il peut y avoir des conflits entre eux, c'est ce qui est tout à fait normal, ils les résolvent mieux que les autres, que nous ou d'autres tribus. Et la particularité des Sénoïs, c'est qu'ils ont tous centré leur mode de fonctionnement et leur vie autour du rêve. C'est-à-dire que chaque matin, eh bien, ils se réunissent, font une sorte de conciliabule, et ils vont révéler aux autres leurs rêves. Et à partir de là, ils vont essayer de l'utiliser, de l'exploiter comme outil de résolution de leurs problèmes. Et ils y arrivent. Ils y arrivent admirablement. Et ce qui vraiment frappe les personnes qui les ont étudiés, c'est que lorsqu'il y a une situation difficile, un problème, ils trouvent dans le rêve la réponse à ce qu'ils recherchent. Et lorsqu'il y a un conflit avec une autre personne, eh bien, ou d'un autre groupe, eh bien, leurs rêves leur permettent de dépasser ce conflit réellement, concrètement, et que effectivement, c'est une tribu qui vit vraiment en paix avec eux-mêmes et en paix avec les autres. Donc en fait, s'intéresser à ces rêves, c'est accéder à un état de bien-être. C'est-à-dire que si vous commencez à noter vos rêves, vous allez constater qu'au bout d'un moment,
presque inconsciemment, vous vous sentez mieux. Que lorsque vous notez vos rêves, vous allez avoir des résolutions de problèmes, nous l'avons vu, que votre mémoire va mieux fonctionner parce que, bon, voilà. Mais c'est surtout que vous allez constater que vous allez vous sentir mieux. Plus en paix avec vous-même, plus en harmonie avec vous-même. Et c'est une des conséquences de cette étude, de cette porte ouverte vers l'intérieur. Alors maintenant, je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment on va essayer de comprendre ces rêves. Vous remarquerez que je n'utilise pas le terme interpréter, mais comprendre. Parce que l'idée d'interprétation, ça veut dire que l'on prête quelque chose, mais qu'on l'emprunte seulement. Prête. Prêter, c'est prêter. Alors que comprendre, c'est vraiment d'aller au cœur des choses. Le rêve, on doit essayer de le comprendre au cœur. Alors grosso modo, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, eh bien je vais vous expliquer la raison. Enfin, principalement deux. Mais la principale, c'est celle-ci. Le rêve, on ne peut se souvenir de ses rêves qu'à une condition. Écoutez-moi bien. Qu'on s'y intéresse vivement. C'est-à-dire que les rêves se tourneront vers vous, par l'intermédiaire de la mémoire, qu'à la condition, c'est que vous vous y intéressiez. Vous devez mettre au même plan le rêve que votre vie extérieure. Votre vie intérieure et votre vie extérieure doivent être équilibrées. Si vous ne vous intéressez pas à vos rêves, eh bien vos rêves ne s'intéresseront pas à vous. Non pas qu'ils ne vont pas continuer à résoudre les problèmes, non pas qu'ils vont vous apporter des connaissances sur vous-même, non pas qu'ils ne vont pas produire continuellement des outils pour vous dire « faut que tu ailles dans cette voie ». Ça, ils continueront à le faire. Mais le souvenir de vos rêves ne se produira pas. Il n'est pas rare qu'après une intervention sur les rêves, j'ai des participants à mes séminaires, notamment sur les rêves lucides, qui me disent « mais c'est incroyable, ça faisait des années que je ne me souvenais pas de mes rêves, et depuis 2-3 nuits, là, j'ai des souvenirs de bribes de rêves, parce que, en fait, tout simplement, vous vous y êtes intéressé. Et le rêve a été, en quelque sorte, stimulé à dire « hey, t'as vu, il s'y est intéressé, donc il faut que tu t'en souviennes ». Donc, premier point, avoir un fort intérêt, et de l'entretenir, pas simplement une nuit, sur vos rêves en disant ben, « ça m'intéresse parce que c'est la production de mon énorme potentiel qui va m'apporter des réponses, des solutions que j'attends tant, que je cherche, qui me font souffrir, qui me rendent finalement malheureux, alors que là j'ai tant de réponses dans mes rêves. » Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi parce que quelquefois on se réveille au mauvais moment. Alors peut-être que vous êtes comme moi, vous avez peut-être un peu de mal à vous réveiller le matin, mais ça c'est ainsi. Et il faut savoir que grosso modo, toutes les 90 minutes, il y a un rythme donc de rêve, et puis après on replonge dans le sommeil profond. Vos rêves, ça va être très difficile. Mais au contraire, si vous remontez et que vous vous réveillez au moment où vous êtes proche de l'éveil, eh bien là, vous avez toutes les chances de vous souvenir de ce quoi vous rêvez. Alors quelquefois, eh bien, le truc est très simple. Supposons que vous vous réveillez par exemple à, on va dire 6h30 le matin, et que vous ne vous souvenez pas de vos rêves, eh bien vous allez décaler d'un quart d'heure. Par exemple, ça peut être 6h15, ou ça peut être 6h45. À vous de voir. Et vous allez constater que quelquefois ce décalage de un quart d'heure, eh bien, va faire que vous étiez dans la phase de la fin du rêve, ou même en train de rêver. Et qu'à partir de là, vous allez être vraiment pleinement dedans. Et vous allez vous souvenir de vos rêves. Le troisième aspect, c'est de ne pas bouger, de ne pas vous stimuler par les sens. C'est-à-dire que vous restez dans votre posture de réveil, vous dites tiens, ça y est, je suis réveillé, vous ne bougez pas, vous avez les yeux fermés, les paupières fermées, vous ne vous déplacez pas, et vous restez en quelque sorte à vous souvenir de ce à quoi vous étiez en train de penser juste avant de vous réveiller. Et c'est comme ça que l'on arrive à se rappeler petit à petit, comme une sorte de branche, le rêve dans son contenu jusqu'au tronc, c'est-à-dire jusqu'à vraiment le cœur du rêve. Et si vous bougez, si vous vous déplacez, vous stimulez un certain nombre d'éléments dans votre organisme et aussi dans votre cerveau. Vous entrez d'une phase qu'on appelle des ondes alpha à des ondes bêta, et là, ça devient beaucoup plus difficile de se rappeler. Enfin, je vais vous expliquer comment on essaie de comprendre le rêve. Eh bien, le rêve, par nature, un rêve pris isolément ne veut rien dire. C'est-à-dire que très souvent, on a voulu étudier, parce que je ne sais quelle clé des songes, l'idée d'un rêve. Et ça ne marche pas. En réalité, un rêve, c'est un morceau de puzzle. Et comme tout morceau de puzzle, eh bien, il faut assembler plusieurs pièces pour commencer à voir se dessiner eh bien, une forme, un paysage ou une photo, ou je ne sais quoi d'autre.
Le rêve fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que ne vous concentrez pas sur un seul rêve, mais vous concentrez-vous sur une multitude de rêves. Lorsque vous allez avoir accumulé 10, 12, 15 rêves, vous savez qu'on fait à peu près 5 rêves par nuit quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a 5 phases paradoxales, 5 phases tous les 90 minutes, donc ça peut aller très très vite. Eh bien, lorsque vous allez avoir accumulé ces quantités de rêves par écrit, sans vous limiter, sans oublier des notations, quelquefois qui peuvent vous gêner, non, vous notez tout. Toutes les impressions surtout, les sensations, les émotions que vous avez ressenties. Il n'y a pas que l'aspect image, il y a aussi ce que vous aviez vécu au centre du rêve. Eh bien, vous allez voir se dessiner, entre guillemets, vous allez voir se dessiner qu'il y a ce qu'on appelle un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, eh bien, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, va mettre en avant ce dont le rêve veut vous parler, veut vous transmettre comme message. Si par exemple, quelqu'un qui va voir par exemple dans un rêve des coquelicots, et puis ensuite, je ne sais pas moi, le Père Noël, et puis un autre, une coupure, vous voyez, le rouge va être le dénominateur commun. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme des wagons qui, mis bout à bout, finissent par dessiner quelque chose qui est une sorte de rébus, qui va nous expliquer ce pourquoi le message du rêve veut nous donner, veut nous transmettre. C'est très important de faire ça. Et vous allez voir, il y a toujours un dénominateur commun. Ça peut être par exemple, dernièrement j'avais une correspondante qui m'expliquait qu'elle avait commencé à faire ça, alors que pendant des années, elle n'y comprenait rien, elle ne se souvenait pas de ses rêves. Elle a appliqué ça, elle a commencé à s'y intéresser, donc elle a commencé à se souvenir mieux de ses rêves, et de noter ce dont elle se souvenait. Et elle a noté que revenait souvent, au bout de 10, 12, 15 rêves notés, que c'était une peur qui revenait à chaque fois. Dans le scénario, il y avait toujours cette peur. Alors bien sûr, si elle l'avait pris isolément, elle n'aurait pas pu détecter que c'était la peur de quelque chose dont je ne parlerai pas parce que c'est très personnel. Mais là, on revoyait tout le temps cette notion de peur qui revenait au centre de l'histoire, même si elle était totalement différente, complètement, ça n'avait rien à voir comme scénario, mais à chaque fois, il y avait cette peur qui revenait, qui était toujours le dénominateur commun de l'histoire du rêve. Et là, elle a découvert qu'en fait, elle avait une peur, et qu'elle devait travailler sur cette peur tant qu'elle n'avait pas résolu ça. Son rêve lui disait, enfin ses rêves lui disaient, il faut que tu résolves ça parce que ça va régler beaucoup de tes problèmes. Voilà, écoutez, j'espère que cette intervention vous a éclairé. En tout cas, bien sûr, il y a énormément de choses à parler sur la notion des rêves, mais je pourrais y revenir, bien entendu, dans une prochaine intervention. Mais déjà, vous avez une sorte d'éclairage, une compréhension sur cette notion des rêves qui va bien évidemment vous apporter des outils de développement personnel. Tel est mon objectif. À très bientôt sur Radio Bien-être et je vous dis rêvez bien.